Merci madame. Voilà, donc déjà je remercie les organisateurs et notamment Antoine Roch qui a pensé à moi pour cette session. Voilà, donc comme lui, je travaille à l'hôpital Nord qui est bien connu ces derniers temps aux informations pour ces intoxications aiguës au plomb qu'on reçoit beaucoup aux urgences et en réanimation. Et moi, je travaille donc dans le service, dans le pôle cardiovasculaire thoracique. Je suis en charge de l'endoscopie, plus précisément de l'endoscopie thoracique. Et en fait, il m'a été, déjà, le classique déclaration d'intérêt. Donc moi, je suis consultant pour une société qui fabrique des prothèses endobronchiques, endotrachéobronchiques et tout un tas de matériel rigide pour la bronchoscopie thérapeutique. Alors, il m'a été un peu difficile de faire le tri et de ce dont je pouvais vous parler dans les innovations en endoscopie, parce qu'il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Il y en a eu beaucoup, et dans l'endoscopie interventionnelle, il n'y a pas que le thérapeutique. Il y a aussi le diagnostic et des techniques d'endoscopie diagnostique avancées que seuls certains praticiens entraînés savent pratiquer. Et ces derniers temps, il y a eu trois domaines dans lesquels il y a eu des avancées significatives et des progrès technologiques. Ce sont dans les diagnostics précoces des lésions précancéreuses, donc là que vous voyez ici de ce côté-là, notamment l'autofluorescence, mais dont je ne parlerai pas finalement parce qu'elle n'a pas particulièrement modifié nos pratiques. Ensuite, il y a eu l'aide au diagnostic des lésions pulmonaires parenchymateuses. Là, ce que vous voyez, c'est ces lésions périphériques. Je vous rappelle que là, vous voyez dans le carré tout ce que l'endoscopie standard peut explorer, c'est-à-dire 4 divisions bronchiques et pas plus. Donc tout ce qui se passe en aval de ces 4 divisions ne sont pas vues. Et donc il y a maintenant des techniques qui permettent d'approcher ces lésions, de les localiser, de les visualiser et de les prélever. Et alors notamment les mini-sondes d'échographie, là, que vous voyez ici, et encore mieux, la navigation électromagnétique, donc le GPS, qui vous permet de vous guider jusqu'à une lésion et de la prélever. Mais là non plus, je n'en parlerai pas encore parce que peu de centres sont équipés et c'est encore un peu controversé. Ensuite, il y a eu des avancées sur l'aide au diagnostic des lésions médiastino-hilaires, donc des lésions qui sont au contact des bronches mais qui ne sont pas visibles dans les bronches. Et ça, donc c'est l'écho-endoscopie bronchique, et ça a réellement modifié nos pratiques en endoscopie. Et donc, depuis quelques temps, voilà, la première publication en 2004, on a maintenant à disposition des endoscopes dédiés, vous voyez, donc qui ressemblent à des endoscopes, mais au bout de ces endoscopes, il y a une sonde d'échographie linéaire qui permet donc de visualiser les lésions et de les ponctionner en live, c'est-à-dire qu'on voit la lésion ici, on peut voir l'aiguille dedans et on peut la prélever. Vous voyez que pour les voies aériennes, on a besoin d'un petit ballon pour faire le contact avec les voies aériennes, autrement on a une très mauvaise écogénicité. Alors c'est particulièrement important pour nous, moi, qui travaille dans un service plutôt orienté cancer, puisque vous le savez que le cancer du poumon, c'est le premier cancer chez l'homme et en passe de le devenir chez la femme. 27 000 nouveaux cas, 26 000 décès, donc vous voyez, l'incidence est proche de la mortalité. Une survie à 5 ans de 14%, et le pronostic de cette maladie dépend beaucoup de l'extension de cette maladie, et notamment du staging ganglionnaire. Vous voyez que ce n'est pas la même chose qu'on soit N1 dans la classification de TNM que N2. La survie est quand même bien différente. Alors c'est un sujet qui est un peu délicat, je sais, parce que j'en parlais encore avec un collègue réanimateur de Marseille. Cancer et réanimation, ça ne fait pas toujours bon ménage, mais ça se discute. Alors, j'insiste donc pour nous, en tout cas, sur ce rôle du staging ganglionnaire qui est très très important, puisque si on a un patient qui est N1, il peut être opéré. Et on sait que dans le cancer, dans la plupart des cancers, c'est la chirurgie qui a le plus de chances de guérir un patient. Dès qu'on est dans le stade N2 et encore plus M1, là, donc, on a un traitement oncologique, radiochimio par exemple, et on sait malheureusement que la guérison est illusoire. À ce jour, jusqu'à il y a quelque temps, l'approche du diagnostic, c'était la médiastinoscopie, qui était pour le ganglion le gold standard. Et le problème, et le PET scanner, donc depuis peu, mais ces deux techniques ont des limites, notamment la médiastinoscopie ne peut pas aborder tous les sites ganglionnaires, et le PET scan a ses faux négatifs et ses faux positifs. Alors, sans trop faire de la théorie, je vais vous montrer par exemple un cas d'un patient qui aurait un adénocarcinome prouvé, là par exemple par ponction transpariétale, et qui vient
pour un staging ganglionnaire médiastinal. Donc, au départ, il avait des hémoptysies. Et ça, je vous en reparlerai après, mais c'est quelque chose que nous, on connaît bien maintenant, c'est la classification des localisations ganglionnaires. Et là, vous voyez donc ce patient, sur son scanner, avait une localisation paratrachéale supérieure droite, donc c'est ce qu'on appelle la position 1. 5, c'est celui-là, devant l'aorte. 7, le sous-carénaire. 4R, paratrachéal droit inférieur. 4L, paratrachéal gauche, inférieur aussi. Fenêtre aortopulmonaire. Et un ganglion 11, c'est un ganglion hilaire ici. Et donc voilà comment ça se passe, une échographie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la classification de Manton. Et comme ça vous permet de suivre en même temps donc, à quoi ça ressemble. Et là, vous voyez, donc l'endoscope est mis au niveau de la division entre lobe supérieur gauche, qui est ici, et inférieur. Le ballonnet est gonflé. Et donc, on visualise le ganglion qui est ici. Voilà. Et on a un mode Doppler qui est ici, qui permet de distinguer les vaisseaux, et donc de ne pas ponctionner un vaisseau au passage. Ensuite, on se retrouve sous la carène. Sous la carène, voilà le ganglion 7, le sous-carénaire, qui est ici. Un vaisseau ayant un mode Doppler qui le traverse. C'est assez fréquent. Ensuite, on remonte. Le 4L, donc le 4 paratrachéal gauche, coincé entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc, vous voyez, la fenêtre de tir pour l'aiguille est assez restreinte, mais c'est ponctionnable. Ensuite, on se met de l'autre côté, on a le 4R qui est ici, et derrière la veine cave supérieure qui passe derrière. Donc on a un moyen, bien sûr, de contrôler la sortie de l'aiguille pour ne pas dépasser le but. Et donc le 2R qui est ici, voilà le paratrachéal supérieur. Et voilà un vaisseau en mode Doppler qui est le tronc artériel brachiocéphalique. Donc, c'est clairement quelque chose qui est devenu maintenant en routine quotidienne. C'est un peu fastidieux d'ailleurs, surtout quand on doit ponctionner plusieurs ganglions. Et voilà encore un autre cas, par exemple une dame qui avait pour un adénocarcinome qui est classé N2 au scanner et au TEP, mais il faut le prouver en écho-endo. Donc voilà le ganglion. Et l'aiguille va sortir donc de ce point vert que vous voyez là et va aller prélever. Voilà, l'aiguille rentre dans le ganglion et permet de prélever. Bon, là, c'est sous scopie aussi. C'est un film d'un ami japonais qui est le maître dans le domaine. Voilà, donc ponction du ganglion. Donc ça, je vais vous le faire court. Et on prélève donc de la cytologie. On ne peut pas avoir des grosses carottes, on n'a pas vraiment de l'histologie, mais ça suffit le plus souvent pour faire des diagnostics d'adénocarcinome. Donc voilà une patiente qui a pu ne pas avoir de chirurgie, de médiastinoscopie, et par une technique minimalement invasive permet le diagnostic et le staging de sa maladie. Alors, vous voyez à quel point d'ailleurs l'écho-endo a pris sa place, puisque le scanner, dans la sensibilité et la spécificité pour le diagnostic du cancer, à des chiffres pas si élevés que ça, le PET un peu plus, mais alors l'écho-endoscopie est nettement plus élevée. 92% de sensibilité, spécificité 100%. Il n'empêche qu'un prélèvement négatif impose quand même le plus souvent quand même un contrôle chirurgical si c'est nécessaire. Voilà donc l'algorithme décisionnel dans le cancer, pour vous dire que ça a réellement modifié les pratiques, puisque à ce jour, jusqu'il y a quelque temps, si le PET scanner montrait un métabolisme, l'examen de référence était la médiastinoscopie, donc chirurgie. Bon, ce n'est pas une grosse chirurgie, mais quand même une chirurgie. Alors que maintenant, l'écho-endoscopie a réellement pris sa place et est faite en première. Si elle est positive, ben voilà, donc on a le diagnostic et donc malheureusement le patient le plus souvent non opéré. Et si elle est négative, médiastinoscopie. Et si cette médiastinoscopie est négative, le patient sera opéré. Donc voilà une technique d'endoscopie diagnostique avancée qui a modifié nos pratiques depuis quelques années. Alors maintenant, je vais vous parler de choses thérapeutiques. Et là aussi, j'ai réfléchi à ce que je pourrais bien vous dire. Et j'aurais pu vous parler, par exemple, des nouvelles prothèses, parce que peut-être que vous avez de temps en temps des patients avec des prothèses. Mais là encore, on est trop dans le domaine de la recherche et absolument pas de la pratique courante, avec des prothèses biodégradables,
comme ces prothèses-là, c'est-à-dire des prothèses qui, avec le temps, disparaîtraient en espérant que la maladie pour laquelle elle avait été indiquée ait disparu. Et mieux peut-être les prothèses actives, donc des prothèses qui non seulement se servir de tuteur pour les bronches ou la trachée, mais en plus seraient actives avec des médicaments. Et c'est là que beaucoup de recherches se font, anti-inflammatoires, anticancéreuses, radioactives, enfin, tout un tas de choses qui sont à l'étude actuellement, mais trop peu de données pour vous dire que ça a modifié nos pratiques. Alors quelque chose qui peut-être vous avez entendu parler, et qui va peut-être modifier nos pratiques, c'est la thermoplatie dans l'asthme. Et alors ça c'est particulier parce que moi, je me rappelle, en ayant appris l'endoscopie et la pneumologie, on nous disait jamais de fibro chez un asthmatique. Ça va les décompenser, et c'est quasiment une contre-indication. Et alors maintenant, non seulement on fait de l'endoscopie, mais en plus on va brûler les bronches des patients, en fait, vous voyez, avec ce système de thermocoagulation, avec une sorte de panier, le but étant de détruire le muscle lisse des bronches pour donc diminuer les bronchospasmes de ces patients. Alors là, c'est prometteur, mais c'est encore au stade de la recherche, et alors en France encore plus, parce que je crois qu'il n'y a qu'un centre qui le fait, c'est à Paris, et Marseille devait s'y joindre, mais il y a du retard pour ce protocole-là. Donc ça, sachez que ça existe, et que ça existera sûrement dans l'avenir. Maintenant, ça ne sera pas le traitement univoque de l'asthme. Bien sûr, c'est une maladie bien trop compliquée pour être simplement traitée par brûlure du muscle et des bronches. Du coup, je voulais, moi, plutôt vous faire mettre l'accent sur le traitement endoscopique de l'emphysème, puisque je pense qu'en réanimation, vous avez beaucoup de patients emphysémateux, enfin beaucoup, quelques patients emphysémateux dans vos services, et c'est de ça dont je voulais vous parler, parce que là, c'est en train de réellement modifier nos pratiques. Alors, qu'est-ce que c'est le traitement endoscopique de l'emphysème? Alors, vous voyez donc des photos avec un emphysème bulleux sévère avec des sommets. Les chirurgiens déjà s'étaient penchés sur ces patients-là et leur proposaient une réduction de volume. Donc ils faisaient des lobectomies, des bullectomies, avec des résultats variables en fonction de la gravité des patients, et surtout une mortalité élevée. Et du coup, des personnes se sont intéressées à faire la même chose, mais par les voies naturelles, c'est-à-dire sans ouvrir, parce que donc c'est des patients fragiles, hein, ouais, une photo d'un patient, vous les connaissez, et donc c'est des patients fragiles, donc il faut réduire les risques, éventuellement réduire les coûts, parce que donc ce sont des techniques encore moins invasives, réduire les séjours hospitaliers, éventuellement une procédure ambulatoire, et une possible réversibilité en cas d'échec de ces techniques. Alors il y en a plusieurs techniques, et c'est de ça dont je voulais vous parler aussi. Il y a plusieurs façons de traiter endoscopiquement un emphysème. Alors il y a des techniques dites avec des valves bronchiques. Voilà, des valves bronchiques, on va en reparler. Ensuite, des dispositifs qui visent le parenchyme lui-même, avec colle, glu, vapeur et colle, et des dispositifs facilitant l'expiration. Donc ça, j'en dis un mot rapidement, parce qu'en fait, ça n'a pas marché. L'idée, en fait, c'était de créer une néobronche pour permettre à un territoire pulmonaire particulièrement dilaté et distendu de se vider plus facilement dans les voies aériennes. Donc, voilà, on crée donc un trou dans la bronche et on mettait en place une petite prothèse pour permettre à l'air de piéger, de sortir. Donc ça, disons que au prix quand même malgré tout de certaines complications, ça n'a non plus pas marché du tout. Donc j'en parle que maintenant. Alors, ça peut-être vous en avez déjà entendu parler, puisqu'il y a eu des études en France réalisées. Donc c'est les techniques de valves. Valves unidirectionnelles. Alors, il y en a deux valves de deux sociétés différentes. La première, vous voyez, ça ressemble à une petite prothèse métallique avec une valve là, ici, et une autre là, une ombrelle, vous voyez, qui ressemble à une ombrelle retournée avec de l'accroche métallique pour tenir dans la bronche. Ces deux techniques, en fait, permettent à l'air de sortir du poumon, mais pas de rentrer. Donc l'idée, en fait, c'était de créer une atélectasie d'un lobe détruit et donc de réduire son volume si possible. Ces deux techniques ne marchent que si les fissures entre les lobes sont complètes. Parce qu'en fait, c'est pas rare du tout, je veux dire, c'est dans à peu près 2 tiers des cas que chez l'emphysémateux, il y a une ventilation collatérale. C'est-à-dire que
quand vous pensez boucher un lobe, ben, il est alimenté par un autre, puisqu'il y a des communications entre les lobes. Donc, déjà, ça réduisait beaucoup l'efficacité, c'était que ça n'était réservé qu'à ceux qui avaient des scissures complètes. Moyennant quoi, cela, alors, on peut le déterminer si le patient a des scissures complètes. Voilà une technique qu'on appelle le chartis, qui permet, vous voyez, de gonfler un ballonnet. Si on veut traiter le lobe supérieur droit, on gonfle ce ballonnet et on mesure l'air qui revient. Si aucun air ne revient, c'est qu'il n'y a pas de ventilation collatérale. Si de l'air revient, c'est qu'il y a une ventilation collatérale, donc ce n'est même pas la peine d'envisager ce traitement. Donc, comme je vous disais, ça marche très bien pour ceux qui ont un emphysème particulièrement hétérogène, c'est-à-dire un lobe dans un même poumon particulièrement plus détruit que les autres, des scissures intactes. Et là, ça marche assez bien. Donc, voilà le problème des ventilations collatérales. Alors, voilà un cas de figure. Vous voyez, quand un lobe est quand même particulièrement distendu, il prend beaucoup de place. Là, c'est le lobe supérieur gauche qu'on voit là en pointillé, avant. Et voilà ce que ça donne en fait avec les valves. Vous voyez, ce sont des valves qui, sur un film, on les voit s'ouvrir, se fermer. Donc ils s'ouvrent à l'expiration, ils se ferment à l'inspiration. Donc l'air sort mais ne peut pas rentrer. Voilà, donc ça, c'est 3 valves pour, par exemple, boucher un lobe supérieur gauche. Et voilà le résultat ensuite. Donc on obtient cette atélectasie du lobe supérieur gauche, prouvée aussi par la remontée du diaphragme ici. Là, vous avez un scanner, le volume que prenait le lobe supérieur avant le traitement et après le traitement. Donc du coup, le lobe le moins détruit, le lobe inférieur, reprend plus de place et les échanges sanguins gazeux sont améliorés et la distension du patient est améliorée. Donc ça, c'est le cas idéal. C'est le cas idéal. Ensuite, il y a depuis aussi quelques temps d'autres techniques qui visent le parenchyme. Il y a la glu et la vapeur. Alors, ces 2 techniques, en fait, cherchent le même objectif, c'est de créer une fibrose dans le lobe détruit, une fibrose permanente et rétractile, donc pour rétracter le volume du poumon détruit. Le mécanisme étant la création d'une inflammation. Et là, évidemment, c'est un des problèmes de ces techniques. En créant une inflammation, le plus souvent, ces patients décompensent, puisque inflammation et BPCO et emphysème ne font pas bon ménage. Alors voilà, donc ça c'est la technique dite aéricile, donc on injecte plusieurs substances en fait, c'est à la fois de la glu, c'est à la fois des substances irritantes, le but étant de rétracter par exemple, ce territoire-là et le faire rétracter son volume. Ici, vous voyez donc un patient avant, un patient après, donc ces zones de rétraction, c'est beaucoup moins net que la téléctasie complète d'un lobe, mais c'est à l'étude. Voilà, donc trois produits sont injectés. À la fin, vous avez une sorte de bouchon dans une segmentaire éloignée. Et voilà, c'est relativement simple techniquement. Et donc des images scanographiques avant-après, vous voyez, donc c'est ces zones de rétraction que l'on observe. C'est le but donc de ces techniques. Alors maintenant, une autre technique s'est développée, c'est la vapeur. Donc la vapeur, vous voyez le système avec un cathéter à usage unique et un dispositif manuel réutilisable. Le but est, la technique est assez simple. On va dans le territoire détruit, on gonfle un ballonnet pour être sûr d'être sélectif et on envoie de la vapeur. Cette vapeur donc, va créer de l'inflammation et de la rétraction. Ici, vous avez, sur modèle animal, voilà, un poumon, on va dire, séché en comparatif. Vous voyez, un lobe après un traitement par vapeur. Donc, il est rétracté par rapport à un lobe normal. Dernière technique, maintenant qui est à notre disposition, ce sont les coils, c'est donc des spirales faites en nitinol, c'est un alliage de nickel et de titane. Vous voyez qui, quand ils sont dans leur système de pose, sont droites, mais quand on les largue, se rétractent et reprennent leur forme définitive. Et alors là, vous avez la technique, en fait, où on envoie un cathéter loin dans le parenchyme, mais en gardant une certaine marge avec la plèvre pour ne pas faire de pneumothorax. Et quand on largue le coil, la spirale se rétracte et amène le parenchyme avec lui. Donc, une seule blessure ne suffit pas.
Et donc plusieurs coils sont mis pour entraîner la rétraction d'un lobe. Et à la fin, vous voyez, donc ça c'est bien sûr, c'est toujours joli en dessin animé, en cartoon, mais c'est le but. Voilà. Donc ici, sur un patient, un vrai patient, donc avec le doigt, voilà comment ça se passe. Donc plusieurs coils sont placés. Alors ça, c'est peut-être intéressant à vous montrer parce que il se pourrait qu'un de ces jours, vous voyez en réanimation un patient avec des radios bizarres. Il n'a pas inhalé. Voilà. Et donc, vous en verrez des patients avec ça. Donc, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris, c'est un patient donc, qui a bénéficié d'un traitement endoscopique de l'emphysème. Alors là, donc, si je vous fais un panorama pour un petit résumé, bon, vous avez donc les valves, les deux systèmes de valves, les valves unidirectionnelles, qui marchent essentiellement sur l'emphysème hétérogène et qui sont inefficaces s'il y a une ventilation collatérale. Vous avez ensuite les coils, la glu et la vapeur. Donc, les deux peuvent ces deux techniques-là peuvent marcher sur les emphysèmes hétérogènes et homogènes. Ils sont indépendants de toute ventilation collatérale. Et le dernier, donc la vapeur, qui ne marche que sur l'emphysème très hétérogène. Donc voilà, plusieurs possibilités de traitement. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait, il y a quand même plusieurs phénotypes d'emphysème et donc il y a une chance que pour un patient, une technique soit plus appropriée qu'une autre. Alors l'efficacité, vous pensez, je suis sûr que vous dites, est-ce que ça marche quand même? Voilà donc un petit résumé de l'efficacité à long terme de ces techniques, parce qu'à court terme, ça marche relativement bien, mais après il faut que l'effet dure, et ça c'est encore à voir. Donc ici, ça c'est la vapeur, vous voyez, donc un effet à 6 mois qui reste encore, mais à 12 mois qui commence à baisser. Apparemment, celui qui tiendrait donc le plus longtemps à long terme, même si au départ c'est moindre, ce sont les coils, les spirales métalliques. Et sur la qualité de vie, parce que c'est ça qu'on cherche aussi surtout à améliorer, parce que les chiffres souvent s'améliorent, mais le patient ne le ressent pas. C'est significativement amélioré, mais je ne sais pas, moi, si vous gagnez 200 ml de VEMS, le patient ne va pas vraiment le sentir. Mais par contre, à la qualité de vie, ça, il le sent. Et de toutes les techniques utilisées, alors ça, c'est intéressant parce que ici, en haut, là, vous avez les traitements pharmaceutiques. C'est-à-dire les sprays, Pulmicor, Spiriva et compagnie. Et vous voyez ce que ça fait en termes de qualité de vie. Et là, vous avez comparé les techniques, on va dire, mécanismes de ces techniques, qui quand même marchent mieux, malgré tout, que tout traitement pharmaceutique qu'on peut donner à ces patients, qui ne marchent finalement pas, et pourtant qui ont eu l'AMM assez rapidement par rapport à ces techniques-là. Donc, en fait, encore, les coils ont l'air les spirales ont l'air d'être le plus efficace en termes de qualité de vie. Une rapide diapo sur les effets indésirables. Et il y en a quand même, il y a pas mal d'effets indésirables, puisque c'est quand même des patients fragiles. Mais mortalité, elle est quasi nulle, mais c'est sûr que la plupart des patients ou font des décompensations de PPCO, ou font des infections. Mais le paradoxe, c'est que ce sont ceux qui font des complications, notamment des pneumopathies, qui ont le meilleur résultat à long terme. Parce qu'en fait, vraiment quelque chose se passe dans le poumon, et ceux-là auront un bénéfice à long terme. Alors du coup, en France, on a eu donc testé les valves, on a participé aux études internationales. Malheureusement, ce n'est pas encore sur le marché, ça prend du temps pour être sur le marché. Et là, on est en cours d'évaluation des spirales avec un stick qui s'appelle Revolins, qui est coordonné par le professeur Desley à Reims. Et vous voyez, donc, la plupart des centres, on est 10 centres en fait, qui y participons. Les inclusions sont terminées. Donc, on a inclus 100 patients dans 10 centres. Et on est en train de les suivre pour voir le résultat à 1 an. Voilà, donc... Moi, ce que je voulais vous dire en conclusion, même, je discutais hier avec encore mon ami réanimateur marseillais, je lui dis que moi, à titre personnel, la plus grande innovation endoscopie et réanimation, c'était le fait que les réanimateurs font de plus en plus, font quasiment toute leur fibro. Et moi, ça a changé ma vie, à titre personnel. Et je te dis que c'est la plus grande innovation depuis ces dernières années, parce qu'on n'est plus appelé pour aller aspirer le glavio en pleine nuit ou aller faire le LBA. Donc ça, c'est eux qui le font, et donc ils nous appellent, du coup, beaucoup plus rarement pour des choses, on va dire, un peu plus consistantes. Ça, c'est la plus grande innovation. Maintenant, pour moi, ce que je voulais vous dire, c'était que cette spécialité
est en plein essor. Maintenant, on appelle ça la pneumologie interventionnelle, qui est une sous- ou surspécialité de la pneumo. Et ça fait 20 ans donc, qu'elle est réellement... c'est ce qu'elle s'est développée. J'allais dire, comme toutes les spécialités interventionnelles, comme les cardiologues interventionnels, les radiologues interventionnels, les neurologues interventionnels, l'idée, c'est de trouver des solutions non chirurgicales moins invasives que la chirurgie. Alors bien sûr que les sociétés, elles ciblent plutôt les maladies à forte prévalence, à forte incidence, qui peuvent leur apporter gros, et ce sont les cancers, bien sûr, l'emphysème et l'asthme, qui sont ciblés par les médecins et les industriels. Et voilà, c'était le message que je voulais vous donner. Merci.